Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up le supplément SmackDown, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné du sémillant Giscal. Salut Giscal. Bonjour IRM, bonjour tout le monde. Alors chaque semaine je vais essayer de trouver un adjectif pour te décrire en... C'est fantastique, Voilà. je te remercie. Sans mentir, hein, j'essaie d'être au plus proche du personnage. Pour l'instant ça colle. Alors cette semaine, SmackDown avait donc lieu le 20 septembre et nous étions à Birmingham et ça se situe dans quel état ? Oh bah mais j'ai pas préparé. Alabama, c'est dans l'Alabama. Je te pardonne parce qu'à mon avis, il y a un Birmingham dans chaque état Oui. des États-Unis. Au menu d'aujourd'hui, nous aurons une signature de contrat. Mais c'est également un épisode historique avec la défaite d'une superstar qui n'avait pas perdu, selon Giscal, depuis environ 8 ans. C'est ça. En weekly. Essayez de deviner laquelle. Je n'ai pas vérifié cette affirmation, mais venant de Giscal, je lui fais entièrement confiance. Nous aurons également un match de championnat, ce qui n'est pas rien. Le retour d'une équipe victime d'un vol caractérisé à Backlash. Et une leçon d'acting par un ancien lutteur olympique. Spoiler, c'est Jack Swagger et c'était nul. Et enfin, nous n'aurons pas Kane. Voilà, et ça, c'est pas mal. C'est excellent. Voilà. On commence par la signature de contrat. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, donc SmackDown débute sur le ring avec la première signature de contrat de la division féminine de SmackDown. Donc, pour un premier match de championnat de défense de titre, pour être exact. Comme vous le savez, j'espère, Becky Lynch est la première championne féminine SmackDown. Donc Becky Lynch arrive pour rejoindre Daniel Bryan, puisque c'est le GM qui est en charge de la signature de contrat. Et il annonce alors, à la fois à Becky Lynch et à tout le monde, que ce soir on va essayer de rester des gens civilisés pour cette signature de contrat. Alors il s'attire, je crois à ce moment-là, des huées de la foule. Oui, oui. C'est cette bande de sauvages. Forcément, c'est sauvage. Comment ça, une signature de contrat qui va bien se dérouler, sans baston, sans dérapage, hors de question. On veut de la boue. On veut de la boue. Arrivée de la prétendante, Alexa Bliss, qui a laissé son look Harley Quinn au vestiaire. Ouais. Un look qui avait plu à pas mal de suiveurs et de suiveuses, j'imagine. Quand tu te prépares pour un concours... Alors attends, là je suis en train de faire les citations des catcheuses. Donc évidemment, les deux se commencent à se prendre un peu le bec. Becky Lynch fonce dans Alexa Bliss en lui disant qu'elle s'est préparée pour un concours de... pageant, donc c'est le concours de petite princesse. Ça faisait référence à l'épisode de Talking Smack de la semaine dernière où Alexa Bliss avait été moquée un petit peu par la présentatrice sur son look, on va dire. Toujours est-il que Becky Lynch, elle dit que grosso modo elle est là pour la baston. Alexa Bliss sur les torques lui réplique qu'elle n'est pas faite pour être championne, là elle a gagné mais c'est pour mieux perdre après, qu'elle n'est pas un modèle, un rôle modèle, un modèle pour les femmes, qu'elle est née pour être une perdante. Et là Becky Lynch elle s'abat pas, hein. Elle se dit écoute, oui effectivement tu as raison, je suis né pour être laissé au bord de la route, tel un chien qu'on abandonne je ne sais pas où, au bord de la route dans la campagne irlandaise et faire des jobs de merde, mais je voulais être championne et je me suis battu pour ça. Donc effectivement je suis pas né pour ça, mais je me suis battu pour ça. Donc une grosse catchphrase bien sentie. Je vais te battre et je vais te montrer que tu étais juste un coup d'un soir, lui répond Alexa Bliss, donc One Hit Wonder. Ça nous rappelle tous ces groupes de musique qui sont célèbres juste pour une chanson, ou alors tous ces coups d'un soir qu'on ramène après une soirée un peu trop arrosée, ou suffisamment arrosée, je ne sais pas, ça dépend quels étaient vos plans à la base en arrivant en boîte de nuit. Et donc évidemment ça part en couille si je puis dire. Alexa Bliss fait mine de s'apprêter à signer le contrat et elle attaque Becky Lynch en lui retournant carrément la table sur la gueule, hein. Elle a pas fait les choses à moitié. Pas fait les choses à moitié.
Euh, alors on notera que Daniel Bryan qui prêchait pour Oui. une signature de contrat civilisé, alors n'intervient pas du tout. Donc Non, c'est. j'imagine que c'est pas dans sa fiche de poste de GM d'intervenir quand ça dérape, quand son Non, émission non. dérape. Mais Becky Lynch évidemment revient à la charge alors qu'Alexa Bliss s'apprête à rejoindre les vestiaires et lui botte l'arrière-train euh, comme elle l'avait mérité. Qu'as-tu pensé de cette petite séquence de signature, cette première signature de contrat, mon bon Giscal? Eh ben, écoute, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Pas mal d'intensité, d'émotion, de caractère. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, on a pu apprendre à découvrir un petit peu le personnage Hill de Alexa Bliss, tout en donnant aussi un petit peu, je trouve, de relief au personnage de combattante de Becky Lynch, voilà, qui fait petite référence à son passé compliqué, qu'elle s'est battue, qu'elle s'est pas arrêtée justement aux préjugés et à ce que finalement sa naissance modeste, enfin en tout cas ce que prédisposait pour elle sa naissance modeste. Enfin voilà, je trouvais que les échanges étaient plutôt pas mal. Et puis bah à la fin, Alexa Bliss qui pète un câble, qui retourne la table et tout. Becky Lynch qui reste pas comme une cruche assommée dans le ring à regarder le titantron l'air contrit comme c'est trop souvent le cas, qui tout de suite se relève et se jette à ses trousses. Enfin voilà, j'ai trouvé que ce soit après les échanges verbaux ou pendant la promo, tout était plutôt juste, cohérent et donnait un peu de relief à cette rivalité naissante, pardon. Donc c'était dans l'ensemble très bien. C'est vrai que le seul truc un peu chelou, c'était Daniel Bryan, comme tu dis, qui introduit en disant qu'on va essayer de rester civilisé. Et je crois que le côté civilisé a duré à peu près 5 secondes, puisque direct, genre, elles ont commencé à s'insulter. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Non, non, non. Je Et sais puis pas, il il avait devait penser à autre chose, c'est pas ouais, possible. ouais. Il avait la banane pendant tout le segment, et quand elles ont commencé à se taper dessus, il a rien fait. Donc oui, c'était un petit peu chelou. Du bon Ouais. boulot, Daniel, merci beaucoup Ouais. à toi. Bien joué, Merci bien joué, d'être venu. Daniel. Non, non, mais bon, voilà, très bonne intro. Et puis ça fait plaisir de voir. Ça fait beaucoup de SmackDown maintenant que les filles prennent le segment introductif. Et c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ouais, effectivement, on verra un peu plus tard que pour le reste de la division féminine, c'est un peu plus léger, mais bon, voilà, on a à peine 2 heures et Oui. ça reste important de booker le match de championnat, surtout avec des nouveaux visages. Mm. Je veux pas m'acharner sur Daniel Bryan, mais on va continuer avec euh, l'ancien champion intercontinental, Ah qui oui. justement tombe sur l'actuel champion intercontinental, le Miz, Mm. backstage. Visiblement, il y a un problème avec cette histoire de défense de titre qui a donc été programmée ce soir. Le Miz n'est pas content. Ce à quoi lui répond Daniel Bryan, bah, si tu veux, on peut annuler le match et ton contrat. Comme vous le savez, le T'es en Miz renégociation. voilà, est en pleine renégociation de contrat avec notamment Daniel Bryan. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Euh, Daniel Bryan lui rétorque d'ailleurs, tiens, t'as pas lu ton contrat, les petites lignes du contrat, les fameuses petites lignes, pendant que t'étais occupé à me tracher sur Twitter. Alors je ne sais pas, je ne suis pas le compte du Miz sur Twitter, mais Ouais, visiblement. ils sont envoyés un peu des taquets. Bon, bah voilà, voilà, les rivalités s'alimentent également sur les réseaux sociaux. Alors si tu veux, mon bon Miz, hein, on annule le match, mais on annule aussi ton contrat, et tu ne pourras pas faire ce que tu m'as dit que je ne pouvais plus faire. Ouais. Sous-entendu, catcher, voilà, référence évidemment à la promo euh, chargée et célèbre qui a été faite entre le Mm. Miz et Daniel Bryan, voilà, ce qui a fait naître la rivalité. Donc on continue, puisqu'on est sur le ring cette fois-ci, un peu plus tard dans la soirée, avec Dolph Ziggler, qui fait un peu sa promo habituelle, hein. On a l'habitude, mais voilà, c'est toujours bien inspiré, on va dire. Voilà, il donne tout ce qu'il a pour avoir ce title shot. On peut dire plein de choses sur le Miz, mais c'est lui ça reste lui le champion. Là, il nous rappelle un peu son histoire, hein, Dolph Ziggler, qui a perdu hein, son match à Backlash, je le rappelle, mais dans des circonstances, euh, on va dire, Qui prête en tout cas à ah, discussion. qui prennent la discussion et qui lui ont permis d'avoir un rematch. Oui. Voilà. Donc, voilà, il revient sur son histoire en disant il n'était pas censé
être champion du monde, mais il l'a fait. Vous vous rappelez évidemment quand il a notamment caché sa mallette au lendemain de WrestleMania. Son premier run de champion du monde poids lourd était un peu plus moins glorieux, on va dire, puisque Oui. c'était Vicky qui lui avait donné sur un plateau d'argent à l'époque. Là, il fait référence au Hall of Fame. Alors, je ne sais plus très bien ce qu'il dit exactement. Comme quoi il n'est pas Hall of Famer matériel ou quelque chose comme ça, Non, peut-être. il est au Kent State University Hall of Fame en fait. Si j'ai bien compris, je connais pas toute son Ah, ça doit histoire, être mais son je crois que passé c'est de lutte. l'université dans laquelle il a fait Ok, de ok. la lutte professionnelle. D'accord. Donc il est devenu Hall of Famer depuis peu. C'est pour ça qu'on le voit maintenant. Ça fait quelques semaines qu'on le voit Son petit gilet, là. avec le Son petit gilet Woody. de Kent State University derrière. Ouais. D'accord. Donc, il n'a pas perdu complètement son petit gimmick de lutteur qu'il avait eu lors de Non, sa courte rivalité avec Baron Corbin, si je me avec souviens Baron bien. Corbin, tout à fait. Bon, passons, on continue. Donc il joue tout enfin il joue tout ce soir hein, parce que bah, c'est ce soir il a une nouvelle opportunité pardon de, 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 de remporter le titre. Donc Dolph Ziggler. Alors on annonce le match, mon bon Giscal à ce Ouais. moment-là. Mhm, Alors c'est mhm. très drôle, je ne sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais donc le match commence évidemment. Mais tout d'abord l'annonce qui annonce Dolph Ziggler de Hollywood, Florida, qui Oui, affronte le champion le Miz de Hollywood, California. Donc avec un petit sourire du Miz, quand on sait que tous les deux sont de oui. Cleveland, hein, si Ils je sont dis tous les deux de l'Ohio. de Le l'Ohio en Miz tout est de cas. Cleveland, Ziggler est de pas très loin, je crois. Enfin bref, ils sont tous les deux à peu près de la même. Voilà, et donc là on a voilà le petit clin d'œil au fait qu'il y en a un qui vient, ou qui de résider tous les deux en tout cas à deux Hollywood différents, un en Floride et Oui, un autre en Californie. tout Donc à on a un fait. petit sourire narquois C'est du assez Miz drôle. à l'annonce Mm. de voilà des compétiteurs, pardon. Alors globalement, voilà, la cloche retentit hein, pour cette énième édition de Dolph Ziggler versus le Miz. Le Miz qui bah, fuit un peu le combat, évidemment, au début. Hein, il ne souhaite pas forcément affronter. Enfin, voilà, il veut pas il n'y met pas du sien, on va dire. Il reprend Mhm, en mhm. plus, voilà, toujours dans cet élan de provoquer les célèbres mimiques de Daniel Bryan. Notamment les Yes Chants, ces coups de pied là, Ouais. c'est dans les coins là, ce qui lui permet à un moment donné de reprendre le dessus sur le match. Donc voilà, on rentre à pas un moment dans une phase un peu plus de lutte avec voilà, des phases de soumission entre les deux. Bon, voilà, on avait globalement un bon match. Voilà, on est habitué maintenant avec les deux. Je fais un petit flash forward, on arrive là sur la fin. Maryse finit par se faire virer du match par Ouais. l'arbitre, puisque évidemment elle commençait à vouloir bah, tricher. En tout cas, on avait peur d'une réédition de ce qui s'est passé au pay-per-view, puisque Ouais, c'est elle tout à qui fait. avait été, comment dire, C'est elle avait, qui avait fait gagner l'élément voilà, déclencheur avec son spray dans les yeux. exactement, son spray dans les yeux de Ziggler. Malheureusement, ça ne suffira pas pour Dolph, puisque lors d'une absence mentale de l'arbitre, ou en tout cas, il ne fait pas attention, c'est le Miz qui récupère le fameux spray marital, hein, si on peut dire. Oui, oui, oui. J'ai Et, pas bien vu quand il l'a récupéré. D'ailleurs, c'était bien joué parce que ouais, 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 Maryse avait dû le laisser aux abords du ring, Ouais, quel perverse. quelle Ouais. perverse. Et donc, bah, le Miz récupère en tout cas le spray et met une bonne dose dans les yeux bleus de Dolph qui, bah, voilà, bah, n'y voit plus rien, le bougre, et se prend le finisher du Miz. Et 1, 2, 3, victoire du Miz qui conserve donc son titre intercontinental. Combien de fois va-t-il falloir Adolf Ziggler pour remporter ce titre, la ceinture blanche, mon bon Giscal? Je sais pas, va-t-il la remporter un jour? C'est pas sûr. Il semble un peu maudit. Encore une défaite terrible pour lui. Il se fait encore voler. Euh, bon, on pourra d'ailleurs sur ce finish, avant de parler du match, on pourra peut-être, c'est peut-être mon seul point noir par rapport à l'histoire qu'il y a derrière entre Daniel Bryan et le Miz. C'est vrai que euh, on pourra peut-être reprocher un petit manque de cohérence à ce niveau-là, parce qu'on se dit a priori le Miz est en rivalité avec la figure d'autorité du show. Il avait déjà triché une fois
on accorde une revanche à Dolph Ziggler pour qu'il puisse se venger. Là, il triche une belle fois de façon assez évidente Et pas on en d'intervention de et Daniel pas, Bryan. voilà, pas d'intervention. On pourrait, alors que par exemple la semaine d'avant à Raw, on avait eu 2 interventions extérieures pendant un match important pour un titre, Roman Reigns contre Kevin Owens, et 2 fois euh, Mick Foley était venu pour dire non, 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 ça se passera pas comme ça. Donc, étant donné que là, il y a en plus une vraie rivalité entre Miz et Daniel Bryan, on peut s'étonner un petit peu de ce laxisme, on va dire, à ce niveau-là. C'est mon seul reproche sur ce match Bon, que j'ai à trouvé. noter que une nouvelle itération du match est d'ores et déjà prévue Oui, pour No oui. Mercy, Bah voilà. voilà, du coup, ça a écrit par contre forcément une belle, c'est pas une belle parce qu'il a perdu 2 fois, mais enfin, en tout cas, il y a une troisième édition à No Mercy qui m'enchante personnellement parce que j'ai trouvé le match absolument excellent. Bon alors, je sais pas, peut-être que je m'emballe, mais je suis pas loin d'avoir pensé qu'il était presque aussi bon que celui de Backlash. C'était vraiment, Oui, 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 c'était vraiment effectivement, très fort. tu as raison. Beaucoup de gens l'ont préféré à celui de Je sais pas Backlash. si je l'ai préféré parce qu'il y a eu quelques redites forcément. Il y a des choses qui avaient déjà été vues, mais ils ont quand même réussi à proposer des innovations, notamment encore le Miz, moi qui m'a beaucoup impressionné. Il a repris des prises de l'arsenal de Daniel Bryan qu'il n'avait pas encore utilisé. Je pense notamment à quand Ziggler est à genoux au milieu du ring et qu'il lui met les fameux coups de pied au rythme des Yes Chants, alors que je Hmm. pense pas qu'il l'avait fait à Backlash, ça encore. Non, il l'avait pas fait, effectivement. Il avait Donc ça, porté sa c'était prise de soumission, mais il n'avait ouais, pas fait ça, effectivement. c'était pas mal. Et puis, enfin moi personnellement, j'ai vraiment, on est passé peut-être là-dessus pendant le résumé du match, mais à un moment, donc quand tu dis Maryse se fait exclure, elle est aux abords du ring, l'arbitre finalement vient l'exclure, et à ce moment-là, le Miz, lui, se précipite aussi aux abords du ring et regarde vers le Titantron, voir sa femme s'éloigner, est pas content, patati patata. Et là, Ziggler arrive par derrière pour lui caler un zigzag. Et c'était vraiment un magnifique near fall. J'ai vraiment, vraiment cru que la ceinture changeait de main à ce moment-là. C'était super bien fait. Donc voilà, bah, bref, un match à voir, encore une fois, encore un superbe match entre les deux qui continue de confirmer tout le bien que je pouvais penser de cette rivalité qui se développe. Et j'ai bien hâte de voir la troisième édition à No Mercy. Maintenant, pour reprendre ta question, là, quand est-ce qu'il va gagner ce titre moi, je pense qu'il va pas le gagner. Et puis, ses promos sont de plus en plus axés, comme tu as pu le rappeler avant, sur bon, bah voilà, je vais tout donner, je sais que je suis au fond du trou et tout. Je pense qu'à mon avis, c'est justement vers ça qu'on se dirige, c'est le fond du trou. Ouais, peut-être même encore plus Euh, profond que ça, hein. ouais. Et puis, bah, voir comment est-ce qu'il va pouvoir remonter derrière. Peut-être il turn, mais en tout cas, ça me plaît bien. C'est vraiment excellent ce qu'ils font. Oui, et puis je me dis que en conservant la ceinture autour des hanches du Miz et en écartant Dolph Ziggler de la title picture une bonne fois pour toutes, hein, même si cette feud est vraiment super, Mhm. on peut continuer à écrire celle entre Daniel Bryan et le Miz. Absolument. Faire perdre la ceinture du Miz, c'est prendre le risque de redonner trop de pouvoir à Daniel Bryan. Ouais, ouais, ce Et rapport de force justement est garanti par la ceinture, ouais. c'est ça. Donc ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Voilà. On souhaite de mal à personne, mais Dolph, si tu peux ne pas le Ouais. gagner, ça nous arrangerait. Je vous ai annoncé au début de l'épisode le retour, pas forcément gagnant, vous le verrez, mais d'une équipe. C'est évidemment les American Alpha, qui donc Ouais, avaient oui, été volés d'une finale pour le titre de champion par équipe SmackDown. Puisque les Usos s'en étaient pris notamment à Chad Gable en lui pétant le genou, grosso modo. c'est ça. Et donc ils avaient dû déclarer forfait pour la finale. Ils sont de retour, nos deux lutteurs bondissants et joyeux, mais pas si joyeux que ça, parce que là ils sont clairement Ils sont très déterminés. fâchés là. Alors là, Mm. oui, là dans les couloirs il y a du monde, hein, il y a beaucoup de séquences dans cet épisode où les gens marchaient dans les couloirs, l'air Ouais, déterminés. c'est un Euh, épisode de gens déterminés. de gens déterminés qui marchent. Donc voilà, ils ont tenté de nous la faire à l'envers en nous retirant notre finale, hein, qu'ils avaient gagné leur ticket
pour la finale. Mais on est de retour, ready, willing et Gable, comme leur catchphrase le veut. Gable est chaud patate, hein, clairement là, Ah oui. il en veut. Hein, donc début du match face aux Usos, alors tortionnaire. Donc Chad Gable et Jason Jordan travaillent pas mal, hein, justement les jambes des Usos dans un esprit un Ouais. peu de revanche, j'imagine, dire ah, bah, Ouais. vous la faire la même. Mais malgré l'entrain et peut-être cet esprit de revanche peut-être un peu trop fort, et puis ils sont peut-être pas complètement encore prêts, on va dire, car les Usos reviennent et on a une petite séquence vraiment super bien écrite où en fait on voit Jason Jordan à ce moment-là et sur le ring, hein, il est l'homme légal, Mm. et alors que Chad Gable l'appelle pour faire le tag, bah Jason Jordan s'aperçoit clairement que Chad, que son compagnon, bah, ne peut pas rentrer, quoi. Il se tord de douleur parce que bah voilà, il a encore souffert de ce match, et du coup bah, il décide délibérément bah, de ne pas taguer. Donc il se sacrifie, il se dit bah voilà, ça sert à rien de le faire rentrer, mon poteau là, il va se faire démonter. Bah, donc il y va et bah, les Usos en profitent. Pour achever Jason Jordan, on va dire, et donc remporter le match. Donc voilà, les American Alpha n'auront pas encore eu leur revanche. J'enchaîne directement avec une séquence backstage qui a vu les Usos aller taquiner Heath Slater et Rhino qui étaient en train de regarder le match sur un petit écran de télévision, hein, comme on aime le faire quand on est backstage. Donc on voit Slater et Rhino d'abord qui chauffent un petit peu, Slater qui essaye un petit peu de revigorer Rhino, hein, qui est un peu le Silent Bob Ouais, il est mou. du tandem. Donc il dit ouais, moi je vais avoir le WWE Universe derrière nous, on va essayer de se trouver un chant, un cri, qu'est-ce que tu penserais, voilà, les Usos ils ont le Uso, qu'est-ce que ça ferait si moi je disais Rai et toi tu disais no, le public, on entend alors le public qui fait no dès que Slater fait Rai, il fait Rai no, et quand Slater crie Rai, Rhino dit no, mais un no qui veut dire non. Voilà, donc clairement Slater réclame plus d'enthousiasme mais sans succès. Donc les Usos à ce moment-là débarquent backstage et viennent les provoquer en s'attaquant à la fois à la nourriture de Rhino et également aux enfants de Heath Slater, Mm. ce qui n'est quand même pas très sympa. Et on Ah nous non. confirme alors donc un match de défense de titre pour les... ils n'ont pas de nom d'équipe encore, hein, Heath Slater et Rhino. Non. Face qui Même devront si défendre leur... Beauty and the Man Beast, ça me plaisait bien. Effectivement, il y a cette petite référence, The Beauty and the Man Beast, qui devront donc défendre leur titre face aux jumeaux maléfiques, les Usos. Alors, mon Brogiscal, qu'est-ce que tu penses du retour d'American Alpha et donc bah, des Usos qui se dirigent donc vers un match de championnat? Est-ce qu'il est Ouais. l'heure de déjà débarrasser Heath Slater des Rhino du titre? Je pense que ça va pas tarder. Je pense que ça va pas tarder. Est-ce que ce sera des No Mercy pas sûr, pas sûr. Ils ont peut-être le droit encore à une petite défense, enfin au moins à une défense quoi. Mais bon, ça va pas tarder. Je pense que oui. L'idée derrière, c'est quand même d'amener les Usos champions. Pour déjà leur donner un max de hits pour avoir fait perdre les champions du peuple SmackDown parce qu'ils sont absolument adulés. Et puis après derrière on rentre dans le vif du sujet tag team avec Uso contre American Alpha pour le titre probablement. Donc oui c'est l'objectif à moyen terme. Ce qu'ils vont perdre tout de suite, je sais pas. Petit détail, par contre, je crois que le match Uso American Alpha était pour la place de number one contender. Hein. Ça avait été annoncé, il me semble. Eh ben écoute, c'est une bonne précision, d'accord, effectivement. Du coup, C'était pas il y avait, du coup il y avait un un match, gros il y enjeu. avait un Quoi. gros C'était pas enjeu. juste un match, c'était pas un grudge match de revanche. Il y avait un vrai enjeu et qui était logique d'ailleurs parce que l'American Alpha, comme il s'était fait flouer, c'est normal qu'ils aient un shot pour revenir dans la course. Est-ce que ça aurait été encore pas plus normal de leur donner carrément c'est le title shot qu'ils avaient C'est gagné? vrai ouais, après ils s'étaient qualifiés pour une finale pour le titre. Oui, c'est vrai, on aurait pu imaginer, mais bon, ça faisait d'une pierre deux coups, on va dire. Sinon, moi sur le match, j'ai été absolument dithyrambique sur ce match. J'ai adoré. Alors, c'est pas le meilleur match de la soirée qui reste pour moi Miz contre Ziggler, mais c'est vraiment un excellent match. Superbe écriture. Hein.
Ouais, voilà, en fait, c'est surtout pour ça, parce qu'il peut être de prime abord un peu sous-estimé, parce que ça reste un match d'une dizaine de minutes sans vraiment un spot à vous arracher la mâchoire en show hebdomadaire, mais j'ai trouvé un excellent match dans l'écriture, tu l'as très bien dit, Gable et Jordan, d'entrée de jeu, qui sont extrêmement agressifs, qui sont pas là pour rigoler et qui s'attaquent aux jambes des Usos justement pour se venger. Et puis après, évidemment, derrière, on joue sur la blessure de Gable à fond. Et puis ce moment terrible où après le hot tag de Jason Jordan, qui d'ailleurs fait un hot tag absolument monstrueux. Moi, j'adore ces overhead belly to belly là, qui sont hallucinantes d'athlétisme. Enfin, c'est assez ouf. Et puis après, ce fameux hot tag, justement, il est là, il voit que son ami est toujours sous le coup du travail terrible des Usos avant. Il ne fait pas le tag et il finit par succomber aux attaques des autres. Enfin, c'était très très bien raconté. Il y a vraiment de la dramaturgie dans tout ça. Ah ouais, moi j'étais à fond pendant le match. Et Chad Gable est excellent dans son selling, je trouve, de la jambe. On voit la souffrance sur son visage pendant tout le match. Même après, quand il veut taguer justement et re-rentrer dans le match, on voit que son visage est crispé, il a mal. Enfin, c'est nickel. Le résultat est parfait. Du coup, les Usos gagnent une victoire très importante pour eux. Et du coup, voilà. Enfin, l'histoire s'écrit toute seule. Maintenant, on sait ce qui va se passer, mais c'est bien. Ça me plaît. Tu veux dire quoi? Spoiler, les Usos prennent le titre et les Américains oui, voilà, vont aller les chercher, quoi. Voilà, on sait ce qui va se passer à moyen terme, mais en tout cas, c'est super divertissant, c'est vachement bien raconté. Et puis en plus, les deux équipes sont très très bien, marchent très très bien dans le ring, donc c'était vraiment top. J'ai passé un super moment. J'ai passé un super moment. Alors je ne sais pas si tu as passé un super moment avec la séquence qui va suivre, puisqu'elle concerne Jack Swagger et le Baron. Donc on a un match ce soir un énième match si je puis dire, entre Apollo Crews et El Baron Corbin, comme on aime l'appeler ici. Et Jack Swagger, le nouveau transfuge de Raw, est au commentaire ce soir. Alors, écoute, je ne sais pas, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Il n'a pas l'air d'être un spécialiste de l'exercice. Maintenant que tu me le dis, je me demande même s'il a vraiment parlé pendant le match. Je suis pas sûr. Il était là, stoïque à côté, avec son regard vitreux là, et il a pas trop parlé, je crois. Ouais, je sais pas si c'était une les bonne auditeurs affaire, nous corrigeront peut-être. Ouais, effectivement. Donc voilà, si vous êtes capable de nous citer un commentaire de Jack Swagger lors de ce match, commentez dans les commentaires YouTube sont faits pour ça. Donc Apollo Crews arrive, il fait la gueule, Apollo Crews. Je sais pas si t'as remarqué, là, il est très concentré, ou alors il est très concentré. Oui, il fait la gueule parce que la semaine dernière, ils avaient un match de prévu qui avait jamais commencé parce que Corbin l'avait agressé. Oui, donc violemment. Il veut se venger. C'est également le SmackDown de la vengeance. Oui. Les gens sont pas contents, ils marchent dans les couloirs, ils font la gueule, ils veulent se venger. Donc Apollo, il attaque fort dès le début. Mais alors, ça tourne assez court, malgré tout. Mais c'est bien, on a vu un Apollo Crews plus déterminé, plus agressif. Voilà, donc c'est une autre facette du personnage. Personnellement, je l'apprécie. Mais bon, El Baron Corbin n'est pas né de la dernière pluie. Voilà, on touche pas le Baron comme ça. Il l'envoie valser dans le poteau. Il finit par porter son End of Days, donc ça son fabuleux finish auquel on porte nos louanges chaque semaine. Victoire du Baron. Et suivi d'une bataille de regards entre lui et Jack Swagger. Alors pour le charisme, encéphalogramme plat. Là, tu parlais de Jack Swagger, l'homme au regard vitreux, mais il s'est rien passé. Est-ce que tu as senti vraiment, une tension ou quelque chose s'est dit, c'est pas possible, ils vont se mettre sur la gueule. Au final, ils se mettent pas sur la gueule, les deux veulent en découdre, mais pas tant que ça, puisque le Baron repart comme si de rien n'était. Mais mon bon Jack, you don't know Jack, comme il disait la semaine dernière, là, il va falloir nous en montrer un petit peu plus. Ouais. C'était un peu mou. C'est dommage parce que ça pourrait être une rivalité de mid-card. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut aussi, il faut pas que du main event et des choses pour les ceintures. Donc ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que c'est pour l'instant assez mollasson. C'est dommage parce que je trouve que Baron Corbin
propose des choses assez intéressantes en ce moment. C'était un peu le match Baron Corbin, Apollo Crews des deux mecs qu'on avait un peu pris en grippe il y a quelques semaines en disant bah ouais les deux on leur donne pas mal d'opportunités mais ils saisissent peut-être pas forcément la balle au bon, c'est un peu dommage. Là je trouve que l'un comme l'autre ils se sont un peu sortis les doigts et c'était un match plutôt solide qui m'a plutôt bien diverti moi perso. J'accroche bien Apollo Crews, voilà il est plutôt enfin, on pourrait assez facilement se mettre derrière lui, quoi. Voilà, il a une bonne gueule, il a un bon moveset, c'est pas trop mal. Et puis bah, Baron Corbin, je trouve qu'il commence à bien me plaire en brute, froide et mine de rien assez dangereuse. Il a un style, pour sa corpulence, il a un style plutôt violent et agile. C'est pas mal. Il y a de l'impact en plus, Il y a de ne serait-ce que l'impact. son finish. Son finisher est bon. Je trouve que son attitude dans le ring est de mieux en mieux. Il est très arrogant, mais en même temps assez dévastateur dans sa façon de catcher. C'est pas mal. Et d'ailleurs, si je me permets un petit pronostic, je pense que c'est une feud plutôt pour mettre over Baron Corbin qui a l'air plutôt dans les petits papiers. Sans déconner. Donc je me permets un pronostic facile. Wow, la cote doit être terrible pour ce prono. Mais du coup voilà, moi je trouve qu'il a peut-être une carte à jouer à SmackDown dans ce rôle voilà de loup solitaire. D'ailleurs c'est son gimmick, hein, donc il est pas mal. Donc j'ai bien aimé le résultat du match. J'aime bien potentiellement la feud qui serait un bon point de départ pour lui pour commencer à monter dans la carte. Sauf que le problème c'est qu'en face de lui on a un mec qui pour l'instant patauge un peu dans la semoule entre sa promo de la semaine dernière et puis là cette prestation assez discutable. Ouais, bon, il y a du boulot. Bon, messieurs, va falloir travailler tout ça. Il y a des studios à la WWE. Faut aller un petit tour au Performance Center. Vous allez dans la salle B44. C'est là où on apprend à faire des promos. Donc, n'hésitez pas. Et à regarder les gens de manière agressive. Regarder les gens de manière agressive. Voilà, c'est vrai. Essayez ça dans le métro en général. Si tu regardes les gens de manière agressive, ou juste un simple croisement de regard peut faire tout partir en cacahuète. Donc, n'hésitez pas. Si la personne en face de vous s'énerve et veut vous frapper, c'est que c'est bon, vous avez réussi. Voilà, donc un petit tour sur la ligne 13 du métro parisien devrait vous permettre de monter en grade. Randy Orton, aucune transition. Randy Orton affronte Eric Rowan, puisque comme vous le saviez peut-être, et sûrement si vous nous avez écouté la semaine dernière, Eric Rowan est intervenu la semaine passée en faveur de son futur ex-ancien gourou Bray Wyatt. Son idole. Du coup, SmackDown d'après, évidemment, un match entre les deux, entre on l'avait annoncé. Ouais. La vipère et le mouton. Donc, Eric Rowan qui porte, alors, son masque, est de plus en plus customisé. Alors là, ça ne ressemble plus vraiment à rien. Il y a tous les trucs, tu rassembles tous les trucs les plus malsains du moment. Un clown, un mouton, un ours en peluche. T'en fais un masque et tu as Eric Rowan. C'est ça. Plus le mec est chauve et roux et porte une tenue d'éboueur, donc. Je pense que tu peux pas faire plus glauque. Ouais, je pense que tu peux faire une nouvelle franchise de films d'horreur à petit budget. Les studios de la WWE sont les spécialistes assez facilement. Donc, est-ce le nouveau Ken? Je ne sais pas. Je lui souhaite en même temps je lui souhaite pas. Je ne sais pas. Bref, le match. Alors, Eric Rowan s'est plutôt bien défendu dans ce match, j'ai trouvé. C'était un match assez court, mais il est parvenu quand même à dérouler son arsenal, qui est assez impressionnant pour son gabarit. Il fait des coups de pied sautés. Voilà. Il semble. Finalement, il le domine pas mal ce match, j'ai trouvé. En tout cas, dans les 2 tiers. Ouais, c'est un peu trop. Ouais. Peut-être un peu trop, puisque. Ce qu'on voulait nous vendre, c'était évidemment le RKO, quoi, qui suffit d'un seul mouvement à Randy Orton, malheureusement, si je peux dire, pour l'emporter. C'est ce qui arrive. Il reprend à un moment donné, il reprend le dessus sur le match en lui faisant 2-3 prises qui amènent fatalement au RKO. Un RKO victorieux. La salle est plongée dans le noir. Les lumières reviennent. Seul le masque étrange de Eric Rowan est dans le ring. Promotion de Wyatt sur le titre en tronc. Il dit que les fans adorent, ils aiment Randy Orton et que la façon dont ils sont connectés, une histoire de connexion, mais que Randy Orton, c'est juste un homme, Bray Wyatt c'est un dieu et un homme peut mourir, mais pas un dieu. Courez. Enfin,
Voilà. Voilà. Donc là, pour une Bray Wyatt, voilà, c'était il a fait le job, le minimum syndical de la promo de Bray Wyatt, Oui, qui ça va, il a pas consiste, trop transpiré cette semaine. qui consiste à dire que tu n'es qu'un homme et moi je suis un dieu, alors cours. Voilà. Bon. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe entre Bray Wyatt, Randy Orton et Eric Rowan? D'après toi, est-ce que c'était juste un one shot? Pourquoi Eric Rowan a disparu du ring en laissant simplement son masque? Est-ce que Eric Rowan vient de se faire virer par la WWE? Oh là là, tellement de questions et si peu de réponses. Je sais pas. En tout cas, moi, comme je comprends le segment, j'ai un peu l'impression que c'était un one shot et que du coup, Oui. Eric Rowan a été vaincu, son masque reste au milieu du ring, comme John Cena avait pu laisser son bandeau au milieu du ring Ah oui, oui, avant de, l'image est bonne, effectivement. avant C'est de, le même avant de message, c'est la même disparaître. portée, toi, à C'est travers ça. tout l'univers. Donc je pense que c'est ça, et si c'est ça, c'est très bien, puisque c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière. C'est ce qu'on voulait. Écoute, ça nous fait chier de voir Eric Rowan, mais si c'est pour qu'il fasse un match contre Randy Orton la semaine prochaine, histoire de prolonger dans le ring la rivalité, c'est très bien. Bon, écoute, c'est ce qui s'est passé. J'espère que ça va s'arrêter là. Ouais, effectivement. Bray Wyatt, en fait, c'est un Euh, chasseur de Pokémon, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Le mec, voilà, il a chassé, il avait Luke Harper, Eric Rowan, il a même eu Ouais, quand même ouais. son Mewtwo, c'était Daniel Bryan, hein, c'est le Mewtwo des Pokémon. Oui, oui, Un absolument, Pokémon absolument. légendaire, ça n'a pas duré Eh, très longtemps. Et là, Non. donc, il a envoyé Eric Rowan, et Et puis, donc là, tous ces Pokémon sont KO, donc il va peut-être devoir remonter ses manches vite, pour aller lui-même. voilà, sortez la série numéro 2 des Pokémon. C'est ça. Mais du coup, ouais, bon, écoute, one shot, rien de bien méchant. Voilà, moi, j'ai juste trouvé que peut-être que Eric Rowan avait eu un tout petit peu trop d'avantages dans le match et que j'aurais préféré un truc un peu plus en faveur de Randy Orton qui sort quand même d'une défaite face à Lesnar assez violente. Voilà. Ouais, Mais, ouais. mais bon, dans l'ensemble, c'est un tout petit reproche parce que ça va, il a quand même mis juste son DDT dans les cordes et le RKO pour gagner, donc c'était quand même assez dominant. Mais bon, bah écoute, voilà, la feud se prolonge. C'est ce à quoi je m'attendais cet épisode, donc rien de bien fou. C'est vrai que c'est pas le segment qui m'a le plus emballé dans l'émission. La suite au prochain numéro, on va dire, voir qu'est-ce qui va se passer maintenant quand Orton va mettre la main sur Bray Wyatt pour de vrai, Pour de vrai. Ouais. parce que bah, maintenant on attend un peu ça, donc attendons de voir. C'est pas l'épisode qui m'a fait le plus monter en température, mais bon, il y a encore du temps avant nos merci. Donc, Température stabilisée. voilà. Ok. Alors voilà, je sais, on va faire un petit peu monter la température avec la séquence Ouh. suivante qui implique Naomi et Nikki Bella puisqu'elles sont backstage. Alors Hmm. c'est les nouvelles meilleures copines du monde, j'imagine. Oui, Voilà, manifestement. ça va, ça vient. Chaque mardi, Naomi elle kiffe parce que c'est glow time, donc voilà. Mhm. Maintenant Naomi elle clignote. C'est Nikki c'est ça. sa meilleure amie, mais Natalia c'est une conne et Carmella veut se faire un nom. Nikki dit qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la Nikki l'année dernière. Voilà, ok. Donc les meilleurs amis contre les meilleurs ennemis. On a donc ce soir un tag team match qui oppose donc Naomi et Nikki à Natalia et Carmella. Un match qui n'a pas duré très longtemps. Je ne Ouh là sais là, pas. non. Je crois qu'on a peut-être battu Mon un chrono s'est arrêté à record. 40 secondes. Ouais, là, donc si on arrondit à la minute supérieure, ça fait une minute. Donc le match commence à peine, la sonnette, la cloche sonne. L'école est finie, youpi youpi. Natalia fonce attaquer directement Naomi. Elle place alors son sharpshooter sur Nikki. Et là, Carmella, alors n'importe quoi. Incompréhensible. Voilà, Carmella qui est aveuglée par voilà Sa haine. sa haine envers la femme de John. Ouais. Tire hors du sharpshooter, pardon, Nikki, la balance hors du ring et provoque ainsi une DQ, comme aime bien se moquer Hank, une DQ, une disqualification. Mhm. Naomi s'en prend à Natalia et fait fuir Carmella. Je crois que ça se termine comme ça. Ou alors elle fonce Ouais. sur Carmella. Enfin bref, tout le monde se met sur la gueule. Un match qui n'a même pas duré une minute et donc du coup remporté par Naomi et Nikki, j'imagine, on va dire ça. Allez. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, Ok, oui, d'accord. oui. Voilà, le résultat officiel par Giscal. Vous est proposé Ah par oui, Giscal. oui. Ah, mais c'est sûr, hein, disqualifier Carmella, c'est tout. Mais pour moi, la séquence entière est disqualifiée, donc toi. Ah, écoute, je suis pas d'accord. Ah, vas-y, dis-nous du bien de cette séquence, Giscal. Non, mais alors, écoutez, peut-être que certains rigoleront, mais je pense que dans le temps imparti, c'était parfait. Enfin, j'ai rien à redire là-dessus.
parce que bon, voilà, le focus de la division féminine, c'est Becky Lynch contre Alexa Bliss. On va probablement en avoir pendant un petit moment. C'est une feud intéressante. Ça va durer plusieurs semaines, peut-être plusieurs pay-per-view. Donc, il est temps de construire des histoires parallèles et de pas laisser ces pauvres filles s'en mêler dans des 2v2 toutes les semaines ou des choses comme ça. Donc, je trouve que en 2 minutes, avec la petite promo backstage et le match, ils ont parfaitement mis en place ce qui va être du coup l'undercard féminine pour SmackDown, à savoir du coup manifestement Naomi versus Natalia. Naomi versus Natalia et évidemment Nikki versus Carmella qu'on attendait, qu'on pressentait évidemment depuis un petit moment. Naomi qui nous a expliqué un peu sa gimmick, pourquoi est-ce qu'elle utilise du fluo partout, c'est parce que maintenant sa gimmick c'est glow là, donc elle brille parce que elle nous a expliqué un peu le message, parce qu'elle brille parce qu'elle a telle toute confiance en elle. Es-tu sûr d'avoir compris son message? Non mais si c'est ça, elle nous a fait tout un petit message un peu d'inspiration, tout ça. Avoir le glow, c'est un peu une expression aux États-Unis pour dire voilà, tu resplendis un peu de confiance en toi, d'assurance, avoir le glow. Ok, donc si vous entendez ça dans les lycées, dans les cours de lycée, sachez que c'est Giscal. Voilà, c'est sûrement des auditeurs de catch-up qui auront entendu Giscal sortir avoir le glow. Non mais bon, non, ça fait bizarre en français quoi. Et puis voilà, donc elle dit, Natalia, c'est devenu une vieille aigrie, elle a perdu justement son glow, elle ne brille plus. Donc, elle a perdu son glow. Ouais. Donc du coup manifestement c'est bien fait parce qu'on voit Natalia qui fonce sur Naomi au début du match, donc voilà, elles vont probablement se friter. Ah et ouais, puis, j'ai Carmella... perdu mon glow, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Et puis Carmella et Nikki, elles qui continuent. Moi, mon seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'il va peut-être falloir un de ces quatre que Carmella nous explique pourquoi est-ce qu'elle pète un câble sur Nikki Bella comme ça. Mais bon, à mon avis, on peut déjà écrire le show de la semaine prochaine. Je pense qu'on va avoir, je vous annonce déjà, on va avoir Naomi contre Natalia et on aura probablement une promo dans le ring, Nikki Bella qui va faire venir Carmella pour lui dire bon écoute, maintenant il va falloir que tu m'expliques c'est quoi ton problème avec moi. Oh là, les spoilers là-haut, on se calme direct. Donc voilà, je vous dis déjà comment ça va se passer. mais moi ça me va. Voilà, je trouve que dans un peu de temps imparti elles en auront pas beaucoup plus, c'est très bien. Giscal, le temps imparti pour cette séquence tu l'as explosé là. Oui, j'ai mais oh là là, ça c'est bien, tu as probablement réussi à convaincre tous les gens qui n'étaient pas convaincus par cette séquence. Et en fait, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On n'en voulait pas façon de ce match tag team. Non, ça sert à rien. C'est bien, il faut construire effectivement l'undercard de la division féminine et ça a été fait. Je pense que tout le monde devrait être d'accord avec ça. Merde. Je vais me restreindre sur le main event. Pourtant, cela implique John Cena et Victor ce soir. John Cena affronte ni plus ni moins que l'ancien champion de la WWE, Dean fucking Ambrose, dans ce qui est donc notre main event pour ce soir. Écoute, tu sais quoi? On va faire comme la semaine dernière, tu vas nous parler, c'est toi qui vas nous faire la description de ce match. Dorénavant, tu feras la description des matchs impliquant John Cena. Ah, oh, écoute, je prends de cours là ou pas? Oui, non, pas du tout. Je reprends un petit peu un petit récap, mais bon, c'était un match de 10 minutes qui a commencé sur des changements assez classiques, match face contre face, donc pas mal de changements de domination sur le début du match. Ambrose qui prend l'avantage en esquivant une sorte de spire un peu de Cena dans le coin qui du coup s'empale sur le poteau lui-même. Et puis après, grosse période de domination d'Ambrose avec des coups d'avant-bras, des coups de la corde à linge dans tous les sens, le bulldog. Et puis finalement, c'est un peu ces 5 moves of doom là qui déroulent un peu Ambrose. Et puis là, il essaye de placer son Dirty Deeds, mais c'est contré par Cena qui arrive à mettre son STF. Ambrose qui se dégage en rampant vers les cordes et il en profite pour amener l'action hors du ring, finalement son terrain un peu de prédilection à Ambrose. Ambrose qui du coup fait un suicide dive à l'extérieur du ring, qui remonte Cena dans le ring. Il monte sur je crois que c'est à ce moment-là qu'il monte sur la 3e corde pour asséner son crossbody sur Cena, mais qui réussit à l'esquiver. Et c'est à ce moment-là que ça s'emballe, puisque Cena esquive le crossbody, se relève, chope Dean Ambrose, et parce que
C'est la fameuse esquive de Cena qui fait souvent en pay-per-view où Mais il roule. finalement il roule avec l'adversaire qui lui saute dessus et se relève Viens par là, toi. et se relève et porte son attitude adjustment. Attitude adjustment a priori en show hebdomadaire, c'est terminé. 1, 2, non. Dean Ambrose se dégage. Donc booking de Dieu vivant pour Dean Ambrose à ce moment-là. Et Dean Ambrose qui sort et qui là immédiatement. Donc Cena est complètement perplexe, il comprend pas ce qui se passe. Et donc il tente de porter un deuxième attitude adjustment. Et donc là, au moment où il est balancé en l'air, Dean Ambrose réatterrit sur ses pieds et porte un Dirty Deeds, magnifique contre, qui présage de quelques affrontements entre les deux, pas dégueu, moi je pense. Et là, Dirty Deeds, Cena 1, 2, non. La foule est en délire. Simplement deux. Cena se relève, simplement deux. Les deux sont à bout de souffle, ils se relèvent, ils échangent droite-gauche, sous les vivas de la foule pour Dean Ambrose, forcément. Ambrose qui échappe encore à un énième attitude adjustment. Et là, il contre cet attitude adjustment en sunset flip, donc une sorte de petit paquet avec les jambes de Cena en l'air. Et là, contre toute attente, stupeur dans l'arène. 1, 2, 3. Oh là John là Cena là là. perd Sur un roll-up. sur un roll-up en show hebdomadaire. Et donc, pour reprendre ton introduction, alors je ne me fie qu'à mes sources que j'ai glanées à droite à gauche sur Internet, mais il semblerait que Cena n'avait plus perdu clean. Donc clean, hein, pas d'intervention extérieure, pas de disqualification, pas d'arbitre en 1 contre 1 en 1 contre 1 depuis 2009. Donc ça fait 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans. Il aura fallu Putain. 7 ans pour voir ça. Et donc Dean Ambrose Mais est une star. Je ne sais même pas si les commentateurs l'ont signalé. Non, ça. non. Alors, et non. Et ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est JBL qui, à la fin du match, quand Dean Ambrose sort du ring, voilà, parce que après sa victoire, il dit même, ce n'est même pas un upset. Donc c'est même pas un résultat upset, c'est une sorte de résultat surprenant. Ouais. C'est même pas un upset, et j'ai trouvé ça bizarre parce que c'est au contraire, c'est incroyablement Ta surprenant. gueule, JBL. C'est incroyablement surprenant. Donc voilà, donc Dean Ambrose a gagné clean sur au terme d'un match assez moyen. J'ai pas été emballé par ce match. Mais la séquence ne s'arrête pas là, hein, mon bon Giscal. Et la séquence ne s'arrête pas là, tu as raison. Je te laisse peut-être reprendre, du coup, je ne sais pas. Ok, d'accord. Ok, effectivement. Donc, si vous voulez que Giscal continue à narrer les exploits ou les défaites, les matchs de John Cena, envoyez Giscal au 82222. Moi, j'aime bien cette petite séquence où tu reprends le lead. Je pense qu'on va continuer à faire ça. Donc, effectivement, donc là, John Cena est carrément sous le coup d'avoir été pris par surprise. Hein, il est aux abords du ring, un peu sonné par ce qui vient de se passer. Mais il n'a pas le temps vraiment de reprendre ses esprits, puisqu'il se fait faucher par AJ Styles, qui l'accuse d'un phénoménal arm depuis la rambarde. Donc il est sorti du public. Et le champ, donc, qui run the camp, va également sécher Dean Ambrose. Et là... Un Pele kick. Un Pele kick, exactement. Bonne précision. Et là, on se plaignait tout à l'heure que Daniel Bryan semblait être parti. Enfin, visiblement, il se préoccupait pas trop du bon déroulement de son propre show. Bah là, le general manager débarque et annonce que le fameux rematch promis par Dean Ambrose en 1 contre 1 aura lieu la semaine prochaine. Alors ça, c'est toujours un peu étrange. Je ne sais pas à quoi ils pensent quand ils font ça, parce qu'évidemment, les gens sont au taquet, et la foule est au taquet, et on leur annonce que le rematch, un match qui aura lieu donc la semaine prochaine, là, c'est-à-dire il s'est attiré les sifflets, dans une autre ville. Alors bon, c'est pour la télé, hein, c'est pour nous, évidemment. Mais côté dans le public, enfin, l'accueil est évidemment forcément mitigé. Il y a donc ce qui revigore Dean Ambrose, hein, qui en profite pour placer son Dirty Deeds sur AJ Styles, sur le champion, et qui donc repart pas en vainqueur, mais voilà, si en vainqueur parce qu'il a gagné son match à John Cena, mais repart avec sa musique et sur une image positive de Dean Ambrose, qui aura quand même ce soir vaincu clean John Cena, invaincu en weekly depuis 7 ans. Vous l'avez entendu ici sur nos ondes, de la bouche de Giscal. Donc voilà, expert John Cena. Je suis dépité. Et donc qui, voilà, en plus a réussi à reprendre le dessus sur le champion
en titre. Sacré, voilà, comme tu l'as dit, un match très moyen. Franchement, un match très moyen. Mais un match fait pour. Quelles implications, voilà, quoi. avec un final, enfin voilà, qui n'est pas, voilà, comme tu dis, qui n'est pas anecdotique et qui voilà, renforce un peu plus cette facette d'un John Cena bah, vieillissant. C'est un peu facile de dire ça, mais voilà, qui n'est plus aussi alerte, qui n'est plus aussi décisif, qui s'est fait surprendre sur un roll-up, alors que il y a enfin justement, il y a de moins en moins de matchs qui se concluent sur des roll-up. C'est devenu même un très jeu inattendu. Il y a beaucoup de petits paquets de tentatives de roll-up dans les matchs, mais à tous les niveaux, y compris dans la low card, c'est devenu très rare de gagner sur un roll-up. Les filles, c'est pas. Enfin voilà, on joue là-dessus, et là, voir John Cena perdre ainsi sur un petit paquet, alors. C'est Dean Ambrose, mais ça aurait pu être n'importe qui, peu importe. C'est un coup sur la caboche, et surtout, bah voilà, ça nous renforce sur ce John Cena, sur ce visage de John Cena, qui n'a pas su être décisif au moment où il aurait dû, où il l'était en tout cas sur le passé. Il se faisait pas surprendre comme ça. Non, il se faisait pas surprendre comme ça, et en effet, je pense que c'est l'angle qui va être travaillé. Je suis dépité après ce finish qui m'a du coup laissé forcément un goût très amer. Je vois John Cena qui est en train de perdre un peu pied en ce moment, après 2 défaites contre AJ Styles, après maintenant cette défaite contre Dean Ambrose. On est en droit de se demander si John Cena est encore capable d'être décisif. Je ne perds pas espoir, mais peut-être que le mieux pour lui est une pause. C'est possible. Voilà, là du coup je rentre un peu dans l'histoire, parce que manifestement John Cena va faire une pause. Donc mais toujours est-il que du coup c'est très bien raconté. Enfin, je pense que le match était moyen, mais le finish touche juste à tous les niveaux, parce que Dean Ambrose sort au top, quoi. Enfin, il a battu John Cena clean en weekly, c'est juste dingue pour lui. Et puis voilà, on raconte toujours cette histoire un peu de Cena qui va peut-être du coup devoir s'arrêter, n'est peut-être plus au niveau, peut-être pour ensuite amener une histoire de rédemption derrière, avec toujours ce record en ligne de mire. Donc ça marche très bien. Et puis moi je suis presque content qu'ils aient fait un match moyen, parce que on avait dit la semaine dernière, John Cena, Dean Ambrose, ça peut être une super feud, et je pense que ce sera une feud à l'avenir. Et le fait qu'ils aient donné finalement assez peu, une sorte de petit échantillon de ce qu'ils auraient pu faire ensemble, c'est très bien. Sentez-moi ça, regardez, ça a l'air bon. Revenez la semaine prochaine. Mal, regardez les petits contres de Dirty Deeds en Attitude Adjustment, tout ça, des machins comme ça. Donc voilà ce qui pourra se passer quand John Cena reviendra de son hiatus, et que Dean Ambrose sera peut-être heel d'ici là. Donc voilà, c'est très encourageant pour la suite. Et puis une sacrée prise de risque, comme quoi Dean Ambrose n'est pas du tout sorti des plans du management, parce que c'est loin d'être anecdotique, comme aurait pu le dire JBL à la fin du match. Donc voilà, quel con. Et du coup, on arrive à la fin. C'est ainsi que se termine donc cet épisode de SmackDown, avec beaucoup d'implications évidemment dans ce qu'on vient de citer. C'est l'heure donc du fameux mot de la fin, avec notre top, notre flop et la note qui viendra sanctionner tout ça. Donc Giscard, on t'écoute. C'est parti. Écoute, ton top. Mon top, c'est une fois de plus le Miz. Je vais donner mon top au Miz, qui est voilà. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de lui. Miz au global ou une séquence particulière du Miz? C'est son match. Je trouvais que son match était excellent, et Miz au global, oui. Enfin vraiment. Miz au global. Mais le Miz sur cet épisode a encore été au top niveau, et continue d'être au top, et il mérite pour moi le trophée sur cette émission encore une fois. Ton flop. Mon flop, c'est Jack Swagger. Je te l'ai peut-être piqué. Disons qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, donc je trouve. En fait, c'est le seul truc qui m'a déplu. Enfin, c'est le seul qui est passé à côté, je trouve, dans l'émission. Tous les autres ont été absolument nickel et parfait. C'est le seul qui est passé à côté de son opportunité de briller dans son segment. Et puis, ma note, les auditeurs me corrigeront peut-être. Je me souviens plus de ma note de la semaine dernière, mais l'objectif est de donner un petit peu au-dessus de la semaine dernière, parce que j'ai trouvé ce show encore meilleur. Donc, je vais donner 4,25. Ah ouais. Je sais plus si j'avais donné 4. Mais je vais donner 4,25. J'ai trouvé que ce show était excellent.
puisque SmackDown profite parfaitement des 2 heures qu'ils ont pour être super focus sur chacun de leurs segments, chacun de leurs titres, chacun de leurs histoires. En plus, ils nous bookent un match pour le titre pour la semaine prochaine, pour le titre mondial. Enfin, que demande le peuple, hein, c'est juste nickel. Donc voilà. Ok, très bien. Eh ben écoute, moi mon top, sera la séquence intense, dramatique entre Chad Gable et Jason Jordan. Voilà, entre le tag non fait par Jason Jordan qui se sacrifie parce qu'il voit bien que son pote, il est à l'agonie. Donc j'ai adoré cette écriture, c'était vraiment très original. Et mon flop, putain, comme tu dis, c'est un peu difficile de mettre des. C'est de plus en plus difficile de trouver un flop dans SmackDown. C'est très compliqué. Mais alors celui-ci était tellement bien écrit, effectivement. Tu sais quoi? Je vais le donner à JBL, au commentateur. Bah tiens, pourquoi À pas. part Moro Moro qui fait un excellent boulot, franchement il est pas aidé par les deux autres. JBL, autant j'étais ravi qu'il était revenu, mais alors là, enfin c'est pas possible. Ils sont passés complètement à côté de l'événement qui venait de se dérouler sur nos yeux. Peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les données, mais Non, non, mais je suis d'accord. De manière générale, je trouve pas que JBL voilà. Et David soit Otunga c'est super, pareil, j'ai super beaucoup de au taquet. sympathie pour Oui, lui, non. mais il est pas là où il Tunga, faut. c'est le Byron Saxton de Ah SmackDown. Il ouais, il sert est pas à même grand moins chose. bon que Byron, c'est pour dire. Voilà. Mm. Et ma note, écoute, je vais te suivre. 4,25, c'est vraiment très bien. On pourrait même pousser plus loin, mais allez, on en garde sous le pied 4,25 parce que c'était vraiment un super épisode qui nous a donc super bien booké, qui a fait avancer toutes les feudes, toutes les rivalités, qui nous a proposé en plus un match de championnat, hein, je vous le rappelle. Euh, Et oui. Enfin voilà. Personne n'a été mis de côté en fait. Aucune ceinture, aucune histoire n'a été mise de côté. Et il n'y a pas eu Ken. Donc c'était bien, c'était bien. On a kiffé, on a kiffé. Prenez-en de la graine, Ro. Eh Allez, ben mon bon Giscal, c'est ainsi qu'on va se quitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous aurez écouté évidemment l'épisode de Catch Up dédié à Raw, mais vous aurez peut-être la surprise, je ne sais pas, parce que je suis pas dans toutes les confidences. Peut-être qu'en vous abonnant à la chaîne YouTube, vous aurez la chance et le privilège d'écouter une analyse de Clash of Champions, qui est le oui, pay-per-view, qui faut arrive suivre, oh la dimanche. vache, pay-per-view de la Brande Rouge qui arrive donc dimanche. D'ici là, je vous invite à pronostiquer les résultats sur les cahiers du catch et chez nos copains de Fud of the Year. Un petit peu de promo pour nos voisins. Je ne sais pas si le gauchomètre, dont je suis le tenancier, sera toujours disponible lors de la publication, mais allez voir, on sait jamais. On sait jamais. On ne sait jamais. Et voilà. Et donc, je te remercie, Jessica, pour ta présence. Bon, écoute, merci comme toujours. C'était un plaisir. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner sur iTunes, YouTube, PodCloud pour ne louper aucun épisode de Catch Up, votre rendez-vous hebdomadaire qui résume et analyse le fantastique monde de la WWE. Et je vous souhaite donc un bon week-end de catch et à la semaine prochaine. Salut à tous! Salut tout le monde. Ouais, moi aussi j'ai trop faim. Putain, j'ai pas petit déjeuner. Oh, j'ai trop faim.